Bedrag. Merci. On peut attendre 5 ou 10 minutes, hein, pas de souci, hein, hein. Il n'y a pas de souci. OK. Parce que je pense que les gens ont pensé à 19h30, comme, Oui, oui, hein. c'est vrai. Et Je donc, pense que les gens vont peut-être en retard, hein. s'il y a C'est bon, c'est fait, professeur. Vous pouvez commencer. Donc je peux commencer, vous m'entendez tous, hein? Alors oui, très bien. merci de votre attention. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'animer une conférence grand débat. On va essayer aujourd'hui de voir ensemble une question beaucoup plus philosophique que scientifique, dure, puisque nous allons nous poser une question. Est-ce que la science est explicative ou elle est descriptive? C'est un véritable paradoxe qui est posé aujourd'hui. Sommes-nous en train d'expliquer les choses ou sommes-nous justement en train de décrire les choses? Et je vais essayer aujourd'hui de vous apporter quelques éclaircissements qui pourront, c'est mon point de vue. Là, vous savez il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur cela, beaucoup de philosophes. Il y a d'abord cette scission entre philosophes et physiciens parce que euh, il faut se dire que chacun perçoit la science à sa façon. Et les physiciens est plus précis, il est plus cartésien, un philosophe est plus vague dans ses idées, et il n'y a pas autant de précision dans ces aspects. Donc c'est des pensées, c'est une façon de voir, c'est une façon de réfléchir, où chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors là, justement, donc, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question, est-ce que la science est explicative ou elle est descriptive? Ou elle est déductive aussi, donc il y a aussi le terme qu'on peut ajouter, est-ce que la science est déductive? Et à partir de là, donc je vais essayer de structurer cette conférence en apportant juste quelques éclaircissements pour l'audience, parce que je ne veux pas influer l'audience par rapport à ma conviction par rapport à la science. Je voudrais que chacun puisse avoir sa propre conviction vis-à-vis de la science. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par une chose assez... ça passe pas, voilà. Alors, je voudrais d'abord commencer par une chose qui est pour moi importante, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, je voulais m'inscrire donc pour faire être un scientifique de façon générale. Et puis je me suis dit, pour comprendre le monde, pour savoir ce qui se passe autour de moi, pour savoir toutes les grandes questions qui sont posées dans cet univers, je vais opter pour faire de la physique. Et donc pour moi, la physique a été une opportunité pour essayer de répondre à mes questions de façon globale. Et puis, à fur et à mesure que j'avançais dans mes études, je me suis rendu compte, parfois en naviguant dans un monde classique, parfois en naviguant dans un monde relativiste, parfois en naviguant dans un monde quantique, et en essayant de comprendre les choses, parfois dans l'infiniment grand, parfois dans l'infiniment petit, je me suis rendu compte qu'en fait que la science a des limites et elle a des frontières qu'on ne peut pas dépasser. Que notre savoir est limité et que notre savoir ne nous permettra jamais de connaître tout. Donc ce everything, ce tout, sommes-nous capables de connaître tout? La question est la suivante. Est-ce que notre savoir nous permettra de tout savoir? Et cette question, je me suis posée plusieurs fois et je suis arrivé à la conclusion que, en fait, parce que nous avons voulu toujours donner à la science ce que nous voulons qu'elle soit. Et nous n'avons jamais réfléchi à ce que la science lui donnait sa vraie valeur, qui a parfois ses limites et qui a parfois ses frontières, et qu'on ne devrait pas dépasser ces frontières-là. Et donc, la question pour un scientifique, c'est toujours de savoir la vérité. Quelle est la vérité cachée derrière ce phénomène
quelle est la vérité cachée derrière ce processus, et ainsi de suite. Et puis, nous arrivons je suis arrivé à la conclusion, au bout de mes études, que nous ne pouvons pas tout savoir. Et d'abord, la question qui se pose, c'est quoi le tout? Savoir tout. C'est ça la première question que nous devons savoir. Qu'est-ce que signifie le tout? Donc, vous êtes peut-être posé la question, que signifie le tout? Connaître tout, everything, hein? C'est-à-dire être en possession de toutes les informations, être en possession de toutes les vérités, être en possession de tout le savoir qui puisse exister. Et donc là, on se pose la question, d'abord, c'est quoi ce tout? Et puis, s'il y a une vérité absolue, donc parce que la quête d'un scientifique, c'est de trouver la vérité finale, la vérité absolue. Et donc, si cette vérité absolue existe quelque part, elle est au-delà de nous. Je ne pense pas que si une vérité existe, si il y a une science absolue, une science qui pourra permettre de connaître, sommes-nous dans la capacité de la maîtriser? Je ne pense pas, elle est au-delà de nous. Et cela, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes réellement entre la limite entre la science et la religion. En fait, la science a des bordures, a des limites, a un espace de frontière au-delà desquelles on ne peut pas la dépasser. Et cela, ça me revient, parce que ça me revient dans mes pensées que, en ayant la foi en Dieu, on se pose la question, est-ce qu'il y a une limite entre la science et la religion, ou est-ce que l'un ne peut pas chevaucher sur l'autre? Et là, je me rappelle d'un verset, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون إلا بسلطان. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez faire de la science, il y a des limites à cette science que nous ne devons pas dépasser. Et donc, on a beau essayer d'aller au-delà de ces frontières-là, on se trouve incapable de pouvoir aller au-delà de ces frontières-là. Et donc, nous sommes limités par nos savoirs. Et donc, si nous sommes limités par notre savoir, la science a aussi des limites qu'elle ne pourra jamais outrepasser. Alors, si d'abord, donc ça veut dire quoi en fait le savoir? Ça veut dire quoi la science? La science, c'est d'abord connaître toutes les réponses à nos questions que nous nous posons. D'abord. Mais avoir les réponses à tout, la science, c'est avoir les réponses à tout. Mais avant de se dire, si on veut connaître toutes les réponses, d'abord, il faudra avant tout savoir toutes les questions. D'abord, savoir poser la question. Avant de connaître une réponse, il faut d'abord savoir poser la question. Et donc, tout ce génie de la science, c'est de pouvoir comment poser les questions. C'est en posant les questions qu'on pourra répondre à une problématique ou à une phénoménologie, etc. Et donc, ça, c'est impossible. C'est impossible pour l'être humain de pouvoir savoir toutes les questions qu'il doit poser pour pouvoir comprendre les choses. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que, quelque part, notre vision du monde dans lequel nous vivons est incomplète. Elle sera toujours incomplète. Nous ne pourrons jamais avoir une vision complète de ce monde-là et nous ne pourrons jamais avoir toutes les connaissances qui existent dans ce monde-là. Et donc, nous sommes dans une situation d'incomplétude. Il y a quelque chose qui manque. Et ça, je reviendrai par la suite par un grand mathématicien logicien qui s'appelle Gödel, qui a mis en place ce grand théorème d'incomplétude, justement que rien n'est complet dans ce monde-là. Et pourquoi? Alors, la question qui se pose, pourquoi on est incapable, d'accord, de pouvoir tout savoir? Il y a pour cela deux raisons, j'évoquerai. Deux raisons pour cela qui font que nous ne pourrons jamais aller au-delà de ces frontières et que nous ne pourrons jamais connaître le tout. La première raison, c'est que nous utilisons des outils. Quelle que soit notre profondeur donc, de connaissance, quelle que soit notre discipline dans laquelle nous faisons de la science, nous utilisons des outils.
que ce soit des outils expérimentaux ou des études théoriques pour comprendre les choses. Donc, pour comprendre les choses, pour élucider des problèmes, pour répondre à des questions que nous posons pour avoir des réponses, nous utilisons des outils. Et quand je dis des outils, c'est essentiellement des instruments. Ces instruments-là que nous utilisons, ils nous permettent de quoi? Ils nous permettent de transformer cette chose qui était invisible à la transformer en quelque chose qui est visible. Ce monde qui était invisible, avec des instruments, il devient visible. Je dirais par exemple, nous utilisons des télescopes géants pour pouvoir scruter les galaxies. Les galaxies sont invisibles. Alors, mais en utilisant des instruments, nous pouvons voir des galaxies. La même chose, en utilisant les instruments, nous pouvons aller aussi dans l'infiniment petit. D'accord? Nous pouvons voir des virus, nous pouvons voir des bactéries, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ces instruments que nous utilisons, ces outils que nous utilisons, ces instruments, sont limités. Nous ne pouvons pas aller au-delà d'une certaine précision. Nous ne pouvons pas là partir au-delà d'une certaine finesse pour pouvoir découvrir tout ce qui est invisible et le rendre visible. Donc, ça veut dire que nous sommes limités par la capacité qu'ont nos instruments de nous livrer les secrets de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Donc voilà la première chose qui fait que nous ne pourrons jamais connaître le tout. La deuxième chose, la deuxième raison pour que nous puissions plus, elle est plus problématique. C'est la nature elle-même, d'accord, que c'est la nature elle-même qui nous offre des barrières à limiter nos connaissances. Je dirais un exemple très simple. Vous savez tous que la vitesse de la lumière, d'accord, si je prends par exemple le soleil, la lumière du soleil pour arriver sur la Terre, elle met 8 minutes pour arriver sur la Terre. Ça veut dire que l'information que nous avons à l'instant T, d'accord, cette information, c'est une information donc de la lumière qui arrive du soleil, c'est une information qui arrive à l'instant T chez nous, c'est-à-dire le présent, mais qui est partie il y a 8 minutes du soleil. Ça veut dire que l'information que nous allons avoir à partir de ces instruments, c'est déjà le passé, ce n'est pas le présent. Ça veut dire que nous ne pourrons jamais avoir une information en instantané parce que la vitesse de la lumière est limitée. Elle a une grandeur limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc ça veut dire que tous ces instruments qui nous permettent de découvrir ce savoir, de découvrir ces connaissances, ne sont pas instantanés. C'est-à-dire que, et ça c'est pourquoi? Parce que c'est la nature elle-même. La nature elle-même a des frontières là. Et donc nous ne pourrons pas connaître les confins de tout ce qui est dans ce monde-là. Et donc ça c'est la deuxième raison, c'est-à-dire que la nature elle-même pose le problème, d'accord, le problème de la limite et des frontières de la connaissance. Donc ça c'est la deuxième raison. Donc vous voyez que ces deux raisons-là sont fondamentales pour que nous ne puissions pas réellement dire que nous puissions connaître le tout. D'accord? Et ça pose pour moi, ça propose pour moi, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans le passé. Mais il ne faut pas se dire que bon, voilà, donc on est limité, on ne peut pas. Mais il faut savoir que la science avance. Les instruments se développent et puis on découvre de plus en plus les confins de cet univers et le confin dans l'infiniment petit. Donc ça veut dire que la science n'a pas de frontières elle-même, d'accord? La connaissance peut avoir des frontières, mais la science en elle-même n'a pas de frontières. C'est-à-dire que la science en elle-même, c'est tellement infini que il n'y a pas de limite par rapport à cela. Et donc, c'est pour ça que la science nous permet d'avancer. Et donc, il y a des avancées dans la science et donc des avancées dans la connaissance qui permettent je dirais, d'agrandir les limites donc de ces frontières-là. D'accord? Donc, agrandir la surface de nos connaissances. Alors, maintenant, donc, si nous partons de ce principe-là, d'accord, je vais parler donc de l'ignorabimus. C'est une abréviation latine, ignoramus, ignoris, qui signifie nous ne savons pas et nous ne saurons jamais. Exprimant par la forme de pessimisme à propos de la possibilité de sur tous les aspects du monde. Donc, ça a conduit donc ce mot latin qui veut dire ignorabimus, ignorabinus.
Donc, nous ne savons pas et nous ne saurons jamais. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais savoir, d'accord? Et nous n'avons aucune idée de ceci. Cette notion de nous ne savons pas et nous ne saurons jamais, elle a été, la première fois, elle a été développée par un physiologiste allemand qui était recteur de l'université de Berlin à l'époque, en 1872, d'accord, qui s'appelle Émile Dubois-Reymond. Il a exprimé dans un discours où il a dit les limites de la connaissance humaine, c'est-à-dire un discours qu'il avait intitulé les limites de la connaissance humaine, c'est-à-dire à propos des grandes énigmes de cet univers, et donc qu'il y avait des limites infranchissables à la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce Émile Dubois? Il a dit que ces limites intangibles, c'est-à-dire énigmatiques à deux niveaux. D'abord, au niveau du lien entre la matière et la force d'une part et les phénomènes biologiques d'autre part. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que nous appelons l'inerte, le monde physique, le monde inerte, et puis nous avons le monde vivant, le monde biologique, d'accord? Et donc, il y a une incompréhension, il y a encore beaucoup d'énigmes. Comment établir un pont entre tout ce qui est physique et tout ce qui est vivant, d'accord? Et là, il est plus facile pour nous de maîtriser le monde physique, il est quasiment très difficile pour nous de maîtriser le monde biologique, et nous le voyons aujourd'hui à travers cette pandémie, à travers un petit virus, d'accord, tous les dégâts qu'il a pu faire, et que l'homme est incapable de maîtriser, d'accord, ce virus et de maîtriser ce monde vivant. Autant il est capable d'utiliser donc des instruments, une PCR pour découvrir ce virus, pour diagnostiquer ce virus, mais il est incapable de maîtriser ce virus par rapport à sa propagation. Et le deuxième niveau par rapport à cela, c'est la relation entre les états matériels ou physiques d'un organisme d'une part et sa conscience. Et là, c'est-à-dire, maintenant, si je vais dans le monde biologique en lui-même, le monde biologique aussi est fait de certains aspects physiques dans cet organisme, qui sont les organes, d'accord, et qui ont des fonctions. Et puis, vous avez des organes qui ont des fonctions qui ne sont pas des fonctions mesurables, des fonctions que nous pouvons mesurer, que nous pouvons quantifier, mais qui sont des valeurs, des aspects tels que la pensée, tels que l'intelligence, d'accord, les sentiments, tout ceci. On n'a pas de mesure de ceci, on n'a pas les moyens de les maîtriser, on n'a pas les moyens de pouvoir les quantifier. Et donc voilà les deux choses qui font que nous ne pouvons jamais connaître la vérité. Et donc, c'est pour ça que ceci va nous permettre, la science, donc, arrive à la conclusion d'Émile Dubois qui dit qu'en fait, la science n'a pas le pouvoir d'expliquer. N'a pas le pouvoir d'expliquer. Et donc, voilà un peu la conclusion. Et cela, quelques années après, un grand scientifique, un grand mathématicien, d'accord, précurseur de la relativité, d'accord, sur lequel Einstein s'est basé sur ses travaux, d'accord, l'espace de Hilbert. Le 8 septembre 1930, Hilbert, dans un discours célèbre à la Société des scientifiques et médecins allemands, il dit ces mots-là. Nous ne devons pas croire ceux qui, aujourd'hui, avec une portée philosophique et un ton délibératif, prophétisent la chute de la culture et acceptent l'ignorabimus. C'est-à-dire que Hilbert est contre l'idée, en fait, que la science ne peut pas expliquer et qu'il y a des frontières infranchissables dans la science. Et donc, c'est en opposition à l'ignorabimus, au stupide pour lui ignorabimus, il dira, son slogan devient « Wir wissen wissen, wir würden wissen ». Ça veut dire « nous devons savoir et nous le saurons ». Donc, du fait que nous ne le saurons jamais et donc nous ne savons pas et nous ne le saurons jamais, se transforme chez Hilbert où nous devons savoir et nous le saurons. Et donc pour lui, pour Hilbert, c'est-à-dire que si même aujourd'hui nous ne savons pas des choses, mais nous ferons des efforts pour le savoir. Et donc rien n'est infranchissable. Toutes les connaissances nous pouvons accéder aux connaissances. Et donc, c'est we must know and we will know. Hein? D'accord, nous devons savoir et nous le saurons. Donc voilà, vous voyez donc ces deux aspects. Donc vous voyez déjà ici
cet aspect contradictif entre deux Allemands, l'un qui est beaucoup plus porté sur la physiologie et l'autre il est plus orienté vers l'esprit et les mathématiques. Et donc, j'ai dit, chacun pourra voir les choses. Et donc, je vais essayer de développer tout ceci. Alors, ici, nous allons poser des questions, d'accord? Le how et le why. Quelle est la différence entre le comment et le pourquoi? Je pense que beaucoup, vous êtes, quand on est scientifique, on a deux options. Quand on voit des phénomènes ou quand on voit des choses, on se dit comment se passent ces phénomènes, comment sont régis ces phénomènes. Et puis, en expliquant, on essaie de dire le pourquoi de ce phénomène. Pourquoi les choses sont ainsi. Donc, vous voyez, donc, nous sommes entre deux voies fondamentales pour nous, en tant que scientifiques, d'accord, d'aborder les choses. Devons-nous aborder les choses avec le comment ou devons-nous aborder les choses avec le pourquoi? Ça, c'est la première des choses dans laquelle nous devons construire notre savoir. Est-ce que notre savoir, nous allons le construire autour du comment ou notre savoir, nous allons le construire autour du pourquoi, d'accord? Et là, c'est pour ça que c'est vraiment la limite entre la science et la religion, d'accord? Beaucoup de philosophes pensent que le comment est un allié de la science et le pourquoi est un allié de la religion. C'est-à-dire que tout ce qui est autour du comment, c'est la science qui s'en occupe. Et tout ce qui est autour du pourquoi, c'est la religion qui s'en occupe. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, puisque je suis physicien, je vais aborder la chose d'un point de vue d'un physicien, d'accord? Je ne peux pas l'aborder d'un point de vue de biologiste parce que je n'y connais rien. Mais c'est pour ça que je vais aborder ce comment et ce pourquoi d'un point de vue de physicien. Je me suis posé beaucoup de questions à propos de cela. Et donc, j'ai essayé de voir à travers l'histoire comment ces grands physiciens ont abordé les choses pour faire évoluer la connaissance. Parce que pour nous, la science, c'est faire évoluer les connaissances. Et donc, comment ces grands physiciens ont fait évoluer la science et donc ont fait évoluer les connaissances à propos desquelles nous savons aujourd'hui ce qui se passe. Et la première, c'est Galilée. Alors, Galilée, vous savez tous, XVIe siècle, Galilée, je dirais, est le père de la physique moderne que nous connaissons toujours, d'accord? Alors, Galilée avait avancé dans une expérience de pensée qu'il a fait. C'était une expérience de pensée à l'époque, il n'y avait pas d'instrument pour faire ces expériences-là. Il a imaginé dans sa conscience, d'accord, une expérience qu'on appelle une expérience de pensée. Et l'expérience de pensée, c'était quoi? Il avait dit une chose, que tous les objets massifs, tous les objets qui ont une masse, d'accord, quelle que soit leur masse, tombent de la même façon. C'est-à-dire quelque chose qui est lourd ou quelque chose qui est légère, elle tombe de la même façon. À l'époque, si vous êtes raisonnable, vous allez dire que quelque chose qui est très lourd va tomber plus vite que quelque chose qui est plus léger. Mais en réalité, c'est faux. Donc toutes les choses tombent de la même façon, d'accord? Mais il ne s'est pas posé la question pourquoi les choses tombent de la même façon. Il s'est posé la question comment les choses tombent de la même façon s'ils ont des masses différentes, d'accord? Et ça, en faisant des expériences, il arrive à dire que la distance parcourue par un objet est proportionnelle au temps au carré. Et donc c'est là la naissance des premières connaissances, d'accord, qui permettent de mettre en place la théorie de la gravitation. C'est-à-dire, il a trouvé une relation c'est une description, décrivant le mouvement dû à la gravitation. C'est-à-dire que les objets qui tombent sont dus, c'est un mouvement qui est dû à la gravitation. Donc il décrit, puisqu'il dit ils tombent de la même façon. C'est une description, mais il n'a pas donné d'explication. Donc vous voyez bien que la gravitation de Newton à l'époque n'est qu'une description d'un phénomène, c'est-à-dire d'une description d'un phénomène, et non pas d'une explication. Donc le why, le how, mais pas le why. Donc il a fait le comment, mais pas le pourquoi.
80 ans plus tard, Newton, en 1600 à peu près 42, lui aborde donc les questions qui ont été posées par Galilée et émet pour la première fois la première loi universelle de la gravitation. La première loi universelle de la gravitation. D'accord? C'est-à-dire que deux objets de masse différente, d'accord, exercent l'une sur l'autre une force qui est proportionnelle, qui est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. C'est-à-dire que plus les objets vont s'éloigner, plus cette force va s'affaiblir, d'accord? Et c'est ce qu'on appelait à l'époque l'action à distance, c'est-à-dire que chaque corps a une action à distance sur un autre corps. Moi, j'ai une action sur quelqu'un qui est à côté de moi, j'ai une action sur les objets qui sont autour de moi. Et à l'époque, donc, quand Newton a émis ceci, c'était pour lui une hypothèse, d'accord? Et vous savez, donc toute la science, fondamentalement, pour faire évoluer les connaissances, se base sur des hypothèses. Mais vous savez tous qu'en mathématiques, une hypothèse qui ne se vérifie pas, elle est fausse. Donc ça veut dire qu'une hypothèse, elle est vérifiée expérimentalement. Et donc Newton a vérifié expérimentalement ces hypothèses pour arriver à cette loi universelle de la gravitation. Donc ça veut dire que toutes les hypothèses doivent être testées, d'accord, doivent être testées, et je reviendrai sur ceci. Et c'est pour ça que Galilée avait dit cette phrase importante: jusqu'ici, je n'ai pas pu découvrir la cause de ces propriétés de l'apesanteur à partir des phénomènes. Et je ne fais aucune hypothèse, car tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes doit être appelé hypothèse. Et les hypothèses n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. Et donc, Newton est le véritable précurseur de l'ouverture de la science sur le comment. Donc, c'est le comment des choses. Et puis, ensuite, Einstein, qui arrive plus tard, au XXe siècle, d'accord. Et parce qu'Einstein, à l'époque, c'est encore plus grave, c'est encore plus profond, puisqu'il dit que l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire cet effet de la gravitation entre deux corps, d'accord, massifs, est décrit comme étant la cause par la courbure de l'espace-temps. Donc ça veut dire que la gravitation n'est plus comme c'est l'action à distance d'un objet sur un objet, mais c'est parce que l'espace est courbé, l'espace-temps est courbé, donc plus un objet qui est massif, très massif, d'accord, il va exercer une courbure plus importante, donc il va attirer vers lui le plus petit objet, puisque la pente est importante, donc il va l'attirer. Et donc, c'est encore plus profond, c'est-à-dire complètement. Mais là aussi, jusqu'à ici, nous n'avons pas su le pourquoi des choses. Ça, c'est le comment, toujours. Donc, même par rapport à Einstein, c'est une description et non pas une explication du phénomène. Il décrit le phénomène, il est dû à une courbure de l'espace-temps. Donc, voilà ceci. Mais ça, et donc, c'est pour ça que donc, la barrière, et là va se poser la question, est-ce qu'il y a une limite entre l'explication et la description? Y a-t-il une frontière qui sépare la description de l'explication? Y a-t-il donc, est-ce que entre le comment et le pourquoi, est-ce qu'il y a une limite il y a une limite infranchissable? Et c'est pour ça que la question fondamentale que je vous pose, est-ce que la science, un jour, peut expliquer le pourquoi des choses? Le pourquoi des choses. En fait, vous pouvez même affirmer que les scientifiques pourquoi ne sont pas scientifiques. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de scientifiques et beaucoup de philosophes se disent qu'un scientifique ne doit jamais poser le pourquoi. Il pose le comment. Mais le pourquoi, d'accord? Alors pourquoi c'est le pourquoi? Je dis pourquoi le pourquoi? Deux personnes
qui tombent amoureuses. Est-ce que vous pouvez expliquer ceci? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ils sont tombés amoureuses? C'est Non. des relations cognitives, hein? C'est des relations cognitives, c'est-à-dire que vous n'avez pas des instruments, des outils, vous n'avez pas une théorie telle que je l'ai préconisé dans la physique pour pouvoir dire qu'il y a le pourquoi. Vous pouvez dire comment ils sont tombés amoureux. Ça, les circonstances, d'accord, dans des circonstances bien définies. Mais le pourquoi, chacun dans la pensée, même si vous-même, vous allez dire pourquoi je suis tombé amoureux d'une personne, vous ne pouvez pas le savoir. C'est au-delà de l'entendement. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Et donc, ce rôle entre le pourquoi et voilà. J'ai dressé, c'est juste une introduction, d'accord, pour vous alimenter votre curiosité par rapport à la connaissance, le Graal de la connaissance, le tout, d'accord. Ensuite, la différence entre le comment et le pourquoi. Et puis, cette limite, y a-t-il une limite infranchissable entre l'explication et la description? Alors maintenant, revenons à la construction du savoir. Comment se construit le savoir? Comment que je me suis posé, d'accord, comment ces phénomènes se passent, comment ce monde est régi, comment cet univers est régi, d'accord. Je ne dis pas pourquoi cet univers est régi ainsi, mais comment cet univers est régi ainsi, comment cette nature est régie ainsi. Mais je ne dis pas pourquoi la nature est ainsi. Pourquoi? C'est pour ça que c'est la limite de la science, c'est plus spirituel, c'est plus religieux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait ainsi. Mais je ne pourrai jamais aller au-delà et dire que je détiens la vérité absolue. Je dis parce que c'est ainsi. D'accord? Je peux dire la cause, mais je ne pourrai pas dire le pourquoi. D'accord? Donc il faut faire une véritable séparation entre au-delà d'une certaine limite, je passe du monde de la science à un monde plutôt plus spirituel, plus par rapport à ma foi et mes convictions. Mais maintenant, donc, je vais rester sur le comment. D'accord? Est-ce que le comment permet d'expliquer ou il permet de décrire? D'accord? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que le comment permet d'expliquer ou il permet de décrire? Et vous savez que donc, quand la science évolue, quand la connaissance évolue, elle évolue par rapport à des régularités qu'on voit, par rapport à des phénomènes qu'on voit, et à partir de ces régularités, à partir de ces phénomènes, on essaie de les quantifier par des théories, des lois ou des modèles. Donc, tout scientifique essaie de trouver des théories, ou il essaie de trouver des lois, ou il essaie de trouver des modèles, que ce soit dans la biologie, ou que ce soit dans la chimie, ou que ce soit dans la physique, on essaie de trouver donc une théorie, un modèle ou une loi. Et toute théorie dans le langage mathématique, c'est ce qu'on appelle une théorie est un système formel. Voilà, rappelez-vous ça. Une théorie représente un système formel. Donc mathématiquement, on dirait que un être mathématique, d'accord, qui est régi donc par une théorie, d'accord, est un système formel. Qu'est-ce que ça veut dire un système formel? Un système formel, c'est-à-dire la théorie que vous mettez en place ou la loi que vous mettez en place, elle a pour rôle de décrire autant que possible la nature grâce à des axiomes, des hypothèses. Donc, c'est-à-dire que la première des choses, vous allez essayer de décrire un phénomène par une loi mathématique, par une équation mathématique, par une théorie, d'accord? Grâce à des actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un axiome dans un système formel? Qu'est-ce que ça veut dire un axiome en mathématiques? Un axiome dans un mathématique est une déclaration que j'admets vraie que je ne pourrais pas démontrer. Ça veut dire qu'un axiome dans une théorie est une déclaration que j'admets vraie, mais que je ne pourrais pas démontrer. C'est-à-dire, je l'accepte et un point, c'est tout. D'accord? Donc, tout système formel est basé sur trois choses fondamentales. Pour mettre en place une théorie, il faut d'abord choisir des symboles. Quels sont les symboles que vous allez utiliser pour construire cette théorie? Par exemple,
Les symboles, la force, la masse, la vitesse, la distance, etc. Ce sont des symboles, c'est-à-dire F pour la force, M pour la masse, V pour la vitesse, X pour la distance. Donc ce sont des symboles. Une fois que vous avez défini des symboles, donc la première des choses, c'est l'action que vous avez utilisée pour construire cette théorie, c'est-à-dire les déclarations que vous allez admettre comme vraies, d'accord, pour pouvoir mettre en place cette théorie. Une fois que vous avez des symboles et une fois que vous avez des actions, il vous faut des règles de dérivation. Qu'est-ce que ça veut dire des règles de dérivation? Ça veut dire que les actions vous permettent de vérifier si cette équation vous permet de trouver le résultat d'une telle expérience. Mais vous, cette théorie, vous n'allez pas pour reproduire un phénomène, mais pour essayer de comprendre un phénomène qui est autre que le phénomène que vous êtes fait. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles s'est passé ce phénomène ont été vérifiées, mais vous voulez aller au-delà de ces conditions, c'est-à-dire faire des prédictions, faire des prévisions, d'accord? Et pour faire des prévisions, pour projeter votre action dans l'espace et dans le temps, dans des conditions différentes, il vous fait des règles de dérivation, d'accord? Voilà donc les éléments essentiels pour construire une théorie, une loi. Donc pour construire une théorie, il faut en premier lieu des symboles, en deuxième lieu des axiomes, et en troisième lieu des règles de dérivation. Alors, ça va vous paraître abstrait, mais nous allons faire des cas concrets et vous allez comprendre. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça, je vais prendre donc, on va prendre par exemple quelque chose on va prendre quelque chose en physique qui serait plus proche par rapport à vous. Alors, je vais prendre par exemple l'équation de Newton. Vous savez tous l'équation de Newton. F égale m gamma. Tout le monde connaît F égale m gamma. Vous l'avez fait tous au lycée, à l'université, etc. F égale m gamma est l'axiome de la mécanique classique, de la mécanique newtonienne. Ça veut dire que F égale m gamma, c'est une déclaration que j'admets vraie, mais que je ne pourrai jamais démontrer. Est-ce que vous pouvez démontrer que F égale m gamma? Non, vous le vérifiez expérimentalement. Vous faites des TP, vous faites des mesures, et vous voyez que ces mesures, d'accord, reflètent bien cette équation F égale m gamma. D'accord? Les symboles, c'est F, la masse et gamma. Et donc, F égale m gamma, c'est l'action du génie de la personne. Le génie d'une personne, c'est qu'elle puisse trouver le bon axiome. Parce que si Newton avait choisi un autre axiome F égale m gamma au carré, il n'aurait jamais abouti à la mécanique classique que nous connaissons, à la mécanique newtonienne. Donc le génie d'une personne pour mettre en place une théorie, pour faire avancer la connaissance, c'est de trouver le bon axiome. Et donc, parce que dans la nature, vous ne pourrez jamais trouver une force toute seule. Vous ne pourrez jamais trouver une masse toute seule. Vous ne pourrez jamais trouver une accélération toute seule. Ils sont liés par cet axiome. Ils sont liés par cette action. Et donc, c'est pour ça. Alors maintenant, supposons que vous avez fait un TP et vous avez vérifié que pour voilà, les données que vous avez fait, qu'ils représentent bien l'axiome F égale m gamma. Mais vous allez maintenant vouloir dire, ah ben, cette voiture qui à l'instant t égale à 0, elle était dans cet endroit. Maintenant, d'accord, si après 1 heure, d'accord, avec cette vitesse-là, elle serait où? D'accord? Donc vous allez prédire, d'accord, où elle serait cette voiture à un autre instant t. Là, il vous faut des règles de dérivation. Et les règles de dérivation de la mécanique classique, c'est-à-dire de Newton, ce sont les équations différentielles. C'est-à-dire que vous allez soit dériver cette action, soit intégrer cette action, d'accord, en dérivant, en intégrant cette action, vous allez trouver toutes les choses que vous voulez à partir de là. Donc, vous voyez, ça, c'est le système, c'est un système formel, comme donc la théorie, par exemple, de l'électromagnétisme de Maxwell. Maxwell, c'est les 5 équations de Maxwell, etc. Donc, toutes les théories, quand elles sont construites autour d'actions. Voilà donc un système formel. Donc, tous ces génies qui ont pu aboutir à une théorie, d'accord, quelle que soit la théorie, ils ont fait le bon choix de l'action. Voilà ce que je voulais dire, d'accord.
Donc, est-ce que cet axiome, et donc là où je reviens, d'après vous, F égale M gamma, est-ce qu'elle explique? Non, elle décrit le mouvement. Elle décrit le phénomène, d'accord? Donc, est-ce que je peux dire que la science explique ou est-ce que je dis la science décrit? Elle décrit le plus que possible les phénomènes avec le plus petit nombre d'actions. Plus une théorie a le plus petit nombre d'actions, plus elle est profonde et elle est universelle. Par exemple, la loi de la gravitation universelle, il y a une seule équation, mais elle est tellement, c'est un seul axiome qui permet de connaître tout ce qui se passe dans cet univers. Alors, donc la question que je vous pose, encore une fois, est-ce que la science est explicative ou descriptive au point de vue? Alors maintenant, ça c'est du point de vue d'un physicien. Maintenant, d'un point de vue philosophique. Alors, je dirais que certains philosophes ont fait une distinction entre le concept d'explication et le concept de description. La science, dirait-il, peut prédire des éléments du monde naturel sans les expliquer. Et ce qu'ils appellent les philosophes à l'époque, et un prix Nobel de physique, avaient dit que c'est ce qu'ils appellent l'angoisse positiviste. Et parmi un des plus grands philosophes de l'époque, de l'époque, c'est Ludwig Wittgenstein, c'est-à-dire que pour lui, c'est-à-dire que les lois de la nature sont les explications des phénomènes naturels. C'est-à-dire que la nature elle-même, c'est la solution à ce que nous essayons de comprendre, d'accord? Et donc, pour certains philosophes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quelque chose est expliqué lorsque nous trouvons sa cause. Si, en tant que scientifique, je dirais que s'il y a un phénomène et que si je trouve la cause de ce phénomène, je dirais que j'arrive à expliquer ce phénomène-là. Donc, tant que je n'ai pas trouvé la cause de quelque chose, je ne pourrai pas expliquer cette chose-là. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est une école philosophique qu'on appelle l'angoisse, ceux qui ont été appelés par l'angoisse positivisme, qui disent que la causalité est une réponse, d'accord, à la question qu'on se pose, est-ce que la science explique ou n'explique pas? Tant que la science n'est pas arrivée à trouver la cause d'un phénomène, d'accord, et donc nous sommes dans cet état d'esprit, l'action et la réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause, et donc s'il y a un effet, s'il y a un phénomène, il y a automatiquement une cause à ce phénomène. Et donc nous sommes réellement dans ce type. Et puis, vous avez d'autres philosophes tels que Peter Einstein, Hempel, Kirchner, Wesley, qui se posent la question, que font les scientifiques lorsqu'ils expliquent des choses? Et donc, ils font une étude sur la façon que les scientifiques font les choses pour pouvoir d'expliquer un événement. Et puis, ils se rencontrent en fait que réellement, quand ils disent qu'ils expliquent quelque chose, les scientifiques, en fait, ils ne cherchent pas le pourquoi, ils cherchent le comment, parce que l'explication, c'est le pourquoi. Et la description, c'est le comment. Donc vous voyez, je reviens au comment et au pourquoi. Le pourquoi, c'est expliquer, le comment, c'est décrire. Donc tant qu'on est dans cet aspect-là et on ne peut pas connaître le pourquoi, on ne pourra pas expliquer les choses. Alors, il y a deux situations, par exemple. Et là, je reviens fondamentalement à deux branches. Par exemple, les biologistes, les météorologues, les historiens, tout ceci s'intéressent aux causes des événements individuels. Parce que, par exemple, un météorologue qui se dit pourquoi il y a la pluie, pourquoi il y a le vent, pourquoi il y a les changements climatiques, d'accord? La même chose pour les biologistes, pourquoi il y a cette maladie, d'accord? Pourquoi il y a l'effet de cette maladie dans ceci, et les historiens. Donc, on s'intéresse à des causes d'événements individuels tels que l'extinction des dinosaures, d'accord? Tels que les tornades, les guerres mondiales, etc. Donc ça veut dire que
les biologistes, certains s'intéressent aux causes réellement, c'est-à-dire que la cause est fondamentale pour la compréhension de certains phénomènes par rapport à une discipline. Mais je dirais qu'un physicien, c'est pas ça qui l'intéresse, d'accord? Ce qui l'intéresse, c'est l'explication des régularités, c'est-à-dire pourquoi, quand on a les mêmes conditions initiales, on a les mêmes effets, l'effet dû à ce phénomène. C'est-à-dire que si j'ai ces conditions-là, je reproduis le même effet, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des régularités. Donc cela implique que l'explication est une simple déduction. Donc ça veut dire que dans l'esprit d'un physicien, l'explication c'est une déduction, d'accord? Rien d'autre qu'une déduction. Et donc là, j'arrive à cet amalgame entre explication et déduction. Donc, je vais pas m'étendre sur cela. Et donc, ça veut dire que toutes les théories qui sont mises en place aujourd'hui sont incomplètes. Il n'y a aucune théorie qui peut faire expliquer l'ensemble des choses et que toutes ces théories peuvent nous décrire certaines choses, mais il n'y a aucune théorie qui nous permet d'avoir le tout, de connaître le tout, d'accord? Et donc nous sommes dans ce qu'on appelle l'indécidabilité. Et l'indécidabilité, c'est le fameux théorème. Ça veut dire que toutes les théories sont incomplètes, donc tout est indécidable. Le fait que toutes les théories sont incomplètes, qu'aucune théorie n'est aussi complète que l'on puisse savoir le pourquoi, on ne connaît que le comment, d'accord? Donc tout est indécidable dans ce monde-là. Et donc nous n'avons pas la vérité absolue, mais nous n'avons que des vérités relatives. Des vérités relatives et non pas des vérités absolues. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur ça parce que ça va vous mettre. Mais je vous conseille de lire ces deux livres-là qui sont extrêmement intéressants, d'accord, qui vont vous permettre d'aller au-delà de cette compréhension. Donc, tout simplement, impossible de tout expliquer avec une théorie, ni même avec une superposition finie de théories. D'une certaine manière, on démontre l'existence des mystères. Ça veut dire que dans ce monde-là, il y a encore des mystères qui sont incompréhensibles pour l'être humain. Il y a des mystères que nous ne pourrons jamais expliquer, mais que nous pourrons peut-être, nous les constatons, d'accord, mais nous ne pouvons pas dire pourquoi des choses là. Et donc, ça veut dire que nous sommes, c'est-à-dire que ici, puisqu'il est impossible de formuler une théorie complète depuis l'intérieur de notre univers, parce que nous faisons partie de cet univers. Voilà ce qui se passe. Regardez, ça c'est profond. Nous faisons partie de cet univers. Nous sommes à l'intérieur de cet univers. Donc si nous sommes à l'intérieur de cet univers, nous ne pouvons pas être observateurs de cet univers. Pour pouvoir être observateur de cet univers, il faut être en dehors de cet univers. Quand je dis je suis observateur, mais vous êtes observateur et vous observez quoi? Vous observez un phénomène dont vous-même vous faites partie de ce même univers, de ce même système. Si vous faites partie de ce même système, comment vous pouvez décider d'être observateur? Vous n'êtes pas observateur. Vous ne pouvez être observateur que si le phénomène que vous êtes en train d'observer est déconnecté du monde dans lequel vous êtes par rapport à vous, pour que vous puissiez dire que vous êtes observateur. Donc, puisqu'il est impossible de formuler une théorie complète depuis l'intérieur de notre univers, cela signifie donc que la réalité est inaccessible, autrement dit inexistante. Ça veut dire que la réalité formelle, puisque nous faisons partie de cet univers, et nous ne pouvons pas être décideurs puisque nous faisons partie de cet univers. Nous ne pouvons pas dire que nous observons puisque nous faisons partie de cette observation elle-même, d'accord, de cet même univers. Donc nous dirions que la réalité est inaccessible, autrement dit elle est inexistante. Et cela induit quoi? Cela indique que nous connaissons la vérité. Ça veut dire donc tout système logique est nécessairement incomplet. Si nous considérons maintenant que l'univers est un système logique, donc si nous considérons que l'univers dans lequel nous sommes est un système logique, alors donc il est nécessairement incomplet. Et sa cause se trouve à l'extérieur de lui. Ça veut dire que la cause qui pourra expliquer tout dans cet univers, puisque nous faisons partie de cet univers,
qui est un univers logique, d'accord? Et donc, les réponses que nous aurons à toutes les questions que nous nous posons seront incomplètes, parce que nous faisons partie de ce même univers. Et que pour savoir les réponses à toutes les questions que nous nous posons, nous devons être à l'extérieur de cet univers. Donc ça veut dire que la cause, le pourquoi de ces choses-là se trouve à l'extérieur de cet univers. Et donc, il y a une cause. Donc, si je dois expliquer les choses, ça veut dire qu'il y a une cause. Il y a un pourquoi. Pourquoi il y a eu ceci. Donc, il y a une cause. Et puisque cette cause devrait être à l'extérieur de lui, donc si elle est extérieure de lui, ça veut dire qu'elle est différente de lui. C'est la première des choses. Elle ne peut pas être la même chose que lui. D'accord? L'univers, comme nous le connaissons, il est matériel, d'accord, est temporel. Donc l'univers dans lequel nous vivons, il y a de l'espace, il y a le temps, d'accord. Donc cela signifie que la cause, puisqu'elle est différente du monde dans lequel nous sommes, elle est différente du monde qui est matériel et qui est temporel. Donc ça veut dire que la cause est immatérielle et atemporelle. Donc quelque part, tout près de Dieu. Voilà. Et je vous remercie. Aujourd'hui, je suis allé un peu trop loin. Ça veut dire que l'explication, le pourquoi, c'est celui qui a créé l'univers qui le sait. Nous ne le saurons jamais. Je vous remercie. Voilà. À vous. Merci, professeur. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Hein? Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était Voilà. très intéressant. Donc, si vous avez des questions, marhaba. Oui, bien sûr, je vais regarder dans le chat. Et Merci pour la conférence. c'est bon? Donc, s'il y a des questions, bienvenue. Vous pouvez également lever la main pour vous donner la parole. Si vous souhaiterez intervenir à vive voix. J'invite Dr Hadj Mahis Noussi à intervenir et Dr Mahmoud Arwa. S'ils désirent intervenir, ils sont les bienvenus. Et on est honoré de leur présence. Bon, le débat est ouvert, donc tout le monde peut intervenir. Alors, une question, on doit donc admettre et accepter les événements dans notre vie. Ben oui, la fatalité. Écoutez, est-ce que c'est de la fatalité accepter les événements dans notre vie? Il y a des choses qui nous échappent, hein? Il y a des choses qui... je dirais par exemple, on parle aujourd'hui des changements climatiques. Est-il possible aujourd'hui d'arrêter ces changements climatiques? Est-ce que nous avons la possibilité d'interférer avec le monde dans lequel nous allons pour changer le climat, pour changer l'environnement dans lequel nous sommes? Parfois, il y a une fatalité, nous devons l'accepter, hein, accepter les événements dans notre vie. Ça fait partie justement de la beauté de la chose. Parce que si les choses ont été toujours, il fait beau, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien, la vie sera fade, hein? C'est pour ça qu'il faut des moments de désespoir et puis des moments d'espoir. Et donc il y a des moments de joie, des moments de détresse, et c'est ça qui fait la beauté de la chose, d'accord? Donc c'est le fait que nous vivions un événement, je dirais, terrible pour nous, et puis
nous attendons que les choses s'améliorent et puis on devient heureux parce qu'il y a un événement heureux qui s'est fait. Et c'est ça la beauté de la vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit, au-delà de ce monde physique dont nous sommes des êtres vivants. Il y a des choses, les sentiments, les pensées, on ne pourrait jamais avoir une maîtrise de tout cela. Ça, ça paraît pour moi. Vous savez que maintenant, quand on parle de l'intelligence artificielle, on essaie de reproduire un peu. Je dirais, est-ce qu'une machine pourra avoir les mêmes sentiments qu'un être vivant? Ça, je ne sais pas si nous pouvons arriver un jour. Développer de l'intelligence artificielle, c'est vrai, réfléchir, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est un fonctionnement de synapses par rapport à cela, mais dire qu'une machine pourra avoir des pensées, il y a beaucoup de films autour de cela, c'est-à-dire développer des pensées, des sentiments envers des personnes, etc. Mais c'est difficile, je ne pourrais pas l'admettre. Hein? Donner des sentiments à une machine, ce sera la plus grande aberration de notre temps. Hein? Donc à quoi sert que nous puissions vivre si des machines pourront avoir aussi des sentiments comme nous? Je pense que cela, quel que soit l'avènement de la technologie, quel que soit le développement de la science, il y a des frontières. Et ces frontières, justement, c'est le fait que nous ne puissions jamais configurer une machine à la perfection que l'homme, d'accord, avec ses pensées, hein, avec ses sentiments, avec tout ce bagage, cet aspect que nous ne pourrons pas expliquer. D'accord? Construire une machine, en fait, c'est reproduire. C'est par rapport à décrire en innovant, mais une machine ne pourra pas. Parce que pourquoi? Parce qu'une machine, c'est quoi? Une intelligence artificielle, c'est d'abord une phase d'apprentissage. Vous savez, quand vous voulez apprendre une langue, il y a une méthodologie pour apprendre une langue. Vous allez apprendre, plus vous allez apprendre de mots, plus vous allez maîtriser cette langue-là. Une machine, c'est aussi la même chose. C'est ce qu'on appelle une phase d'apprentissage. On fait apprendre à une machine, d'accord, de raisonner, une machine à comprendre le langage, etc. C'est ce qu'on appelle. Et puis ensuite, elle va dépasser, à partir de ce langage, elle essaie de construire des phrases. Et en construisant des phrases, elle pourra construire des paragraphes. Et en construisant des paragraphes, peut-être elle pourra trouver des tournures de phrases que vous-même, vous n'avez pas réfléchi. Mais elle, puisqu'elle a plusieurs variantes à sa portée, elle pourra vous faire des phrases, des tournures de phrases que vous-même, vous n'avez pas réfléchi. Elle sera toujours dans cet ordre d'idée-là, mais elle ne pourra pas aller au-delà de choses spontanées que l'homme spontanément peut mettre en place. La machine va interpeller une base de données pour pouvoir construire quelque chose. Et là, on pourra dire que l'homme apporte la machination et la machine uniquement sa fonction. Vous savez pourquoi? Vous savez que un cerveau, c'est quoi? C'est un réseau de neurones, d'accord? Un cerveau, c'est un réseau de neurones. Nous avons un certain nombre de millions de neurones dans notre cerveau, d'accord? Et de synapses, c'est-à-dire des interconnexions entre ces neurones-là, d'accord? Donc ces neurones-là peuvent manipuler un certain nombre d'informations. Donc le flux d'informations qui est échangé entre ces neurones dans ce réseau de neurones, d'accord, il y a une limite, d'accord, au-delà de laquelle, d'accord, nous ne pouvons pas manipuler autant d'informations dans notre cerveau par rapport à ce réseau de neurones. Maintenant, une machine d'intelligence artificielle, on l'a construit à partir d'un réseau de neurones. Donc, ce réseau de neurones, si on met plus de réseaux de neurones dans une machine, plus elle va manipuler un nombre extrêmement important, d'accord, de données. Et puisqu'elle peut manipuler un nombre extrêmement de données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa vitesse de pouvoir donner une réponse sera plus rapide que
notre cerveau nous-mêmes, d'accord? Parce que nous sommes limités par ce nombre de réseaux de neurones, d'accord? Et donc, c'est pour ça que je dis, donc une machine va nous permettre de réfléchir plus rapidement et nous donner des solutions plus rapidement que par rapport à nous si nous devions utiliser le même nombre d'informations. Donc, une intelligence artificielle va nous permettre de diagnostiquer rapidement si c'est une maladie, manipuler rapidement et donner des solutions rapidement. Oui, on peut dire que le Coran est la révélation de la vérité. Ben, j'en doute pas. C'est la foi. Donc, si vous êtes musulman, mais par rapport à une autre personne, vous dira. Mais c'est certain que beaucoup de vérités ont été divulguées dans le Coran. Donc, ça, c'est indéniable. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales par rapport à nous, par rapport à cela, d'accord? Mais je dirais, laissons le Coran d'un côté, laissons la religion d'un côté, laissons la science d'un côté. Il y a une frontière entre la science et le Coran. Ne faisons pas le pont entre la science et la religion, parce que parfois, en faisant le pont entre la science et la religion, elle pourra nous faire errer, d'accord, dans des, des, dans des questionnements qui nous font douter. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une théorie scientifique qui est en adéquation avec le Coran, avec un verset du Coran. Si demain, il y a une autre théorie qui est développée et qui est complètement en opposition à la théorie avec laquelle nous avons utilisé, qu'est-ce que nous aurons à dire? Donc, la foi nous permet de renforcer nos convictions scientifiques, mais elle nous permet de chercher la vérité. Elle nous permet de trouver la vérité et chercher cette vérité avec des limites et avec des frontières. Mais la religion est quelque chose intrinsèque pour chacun. La croyance de chacun par rapport à sa foi. Et sa foi, c'est ses sentiments, comme j'ai dit. Ses sentiments lui-même. Et donc la science, c'est une obligation dans le Coran. C'est une obligation de savoir pourquoi. Et justement, parce que la science va nous permettre de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, arriver à la conclusion que le pourquoi des choses est au-dessus des capacités de l'homme de le savoir. Nous pouvons savoir le comment les choses fonctionnent dans cet univers, mais pourquoi les choses fonctionnent de cette manière-là, nous ne pourrons jamais le savoir. Voilà. Allez-y, posez la question en direct, il n'y a pas de souci. Enclenchez votre micro, hein? Oui, vous m'entendez là? Oui, oui, allez-y, allez-y. Très bien. Je vous Bonsoir, entends. professeur. Je suis ravie d'être parmi vous et je vous remercie pour cette l'ASMEC. Donc voilà, j'avais quelques questions. Bon, j'ai choisi deux. Oui. Et alors la première, est-ce que la science d'aujourd'hui peut expliquer et décrire la force motrice qui crée la vie au-delà des mots? La force motrice, hein, qui crée la vie. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Oui. Il y a une force, oui. Oui, ça dépend, la force. Force motrice, on va dire. Une force motrice, force motrice, nous vivons dans un monde où toutes les forces sont des forces motrices, hein, quel que soit le phénomène que nous allons
respirer, si nous marchons, c'est une force motrice, si nous buvons, c'est une force motrice, si nous respirons, c'est une force motrice. Oui, donc expliquer, nous savons comment la respiration se fait, quel est le processus qui est derrière la respiration. Quel est le processus qui est derrière marcher? Quel est le processus qui est derrière la transformation du sucre en calories, etc. Donc tout ceci, nous savons le comment, d'accord? Mais savoir, parce que ceci va nous permettre de quoi? Parce que si nous arrivons un jour, je le dis, d'accord, à savoir comment les choses fonctionnent, ceci a permis quoi? D'arriver à fabriquer un rein artificiel, d'arriver à fabriquer un cœur artificiel, d'accord? Parce que nous savons comment il fonctionne, hein? Mais nous ne savons pas pourquoi le cœur est construit de cette façon-là, d'accord? Si je vous pose la question pourquoi le cœur est ainsi fait dans sa forme, dans sa constitution, dans sa représentation, dans son design, pourquoi? Personne ne pourra vous répondre à cela. Mais chacun pourra vous expliquer le comment, d'accord? Comment le cœur fonctionne, hein? Les ventricules, comment comment il transforme le gaz carbonique dans le sang en oxygénant, tout ceci, d'accord? Le comment, d'accord? Mais plus nous allons profondément dans les choses, dans ces choses-là, plus ça va être de plus en plus difficile, d'accord? D'accord? Par exemple, je sais que dans cet univers, l'énergie se conserve. Certes, je sais, d'accord, comment elle se conserve, mais je ne sais pas pourquoi elle se conserve. Aucune idée. Donc, je dis expliquer le fonctionnement du cœur, je dirais, je décris le fonctionnement du cœur, mais je ne pourrais pas, à mon sens, moi je n'interfère pas pour chacun de vous, d'accord, mais je ne pense pas que nous pouvons, de façon formelle, dire que j'explique. Parce que pourquoi? Parce que si vous allez plus profondément dans le cœur, si vous prenez le cœur comme une force motrice, comme je dis, hein, comme un moteur, d'accord, c'est un moteur, d'accord, qui pompe, hein, qui pompe le sang, d'accord, et qui va le faire sortir. Mais la constitution de ce cœur, il est fait de tissus, d'accord. Ces tissus sont faits de cellules, hein. Ces cellules sont faites d'atomes, d'accord. Donc, se dire comment il y a eu cet arrangement d'atomes pour donner naissance à tel tissu et à telle constitution de tissu et tout ça. Nous pouvons trouver des solutions à une dimension près, mais plus nous allons profondément dans ça. Je prends l'exemple très simple. Allez-y, on va prendre un exemple très simple. L'eau, H2O. D'accord? Si je prends l'hydrogène tout seul, et si je prends l'oxygène tout seul, nous savons tous, nous maîtrisons l'atome d'hydrogène, nous maîtrisons l'atome d'oxygène, nous savons donc comment il se comporte, nous savons comment produire tout ceci, et nous les maîtrisons du point de vue chimique et physique de façon totale. Mais nous ne savons pas, jusqu'à présent, pourquoi l'eau se forme. Pourquoi l'hydrogène et l'oxygène, d'accord, se combinent pour donner la molécule d'eau. Aucun aujourd'hui scientifique, aucune théorie scientifique aujourd'hui est capable de vous dire pourquoi la molécule d'eau s'est formée. Il n'y a que des suppositions, il n'y a que des théories, d'accord, qui essayent, mais qui ne sont pas du tout universelles pour pouvoir décrire. Donc, vous voyez qu'avec des éléments très simples, qui sont l'hydrogène et l'oxygène, qui sont très simples, c'est des éléments très simples, on arrive à fabriquer la molécule la plus complexe dans la vie. C'est celle qui donne la vie, justement, l'eau, d'accord? Et donc, cette complexité, c'est pour ça que le monde,
quand il a été dans le monde dans lequel nous vivons, d'accord? C'est ce qu'on appelle un monde basé sur la complexité, c'est-à-dire avec des éléments simples. Le monde a été construit avec des éléments simples, d'accord? Ces éléments simples, ces briques élémentaires qui ont permis de construire ce monde-là, d'accord, ils sont tellement simples. Mais lorsqu'elles se sont rencontrées tous ensemble, d'accord, ils ont créé de la complexité. Et c'est cette complexité que nous n'arriverons jamais à pouvoir la maîtriser pour pouvoir reproduire les choses, d'accord? Et je donne un exemple. Vous voyez, par exemple, je reviens au cœur toujours, d'accord? Je reviens au cœur. Vous avez un problème, je sais pas moi, d'une maladie cardiaque, une endocardite ou je sais pas comme ça, et puis on vous met une valve artificielle pour remplacer une partie du cœur qui est malade. Eh ben, on vous a mis quelque chose qui est externe et qui fait la même fonction que quelque chose qui était naturel. Mais on vous oblige à ce que toute votre vie, de prendre des anticoagulants. Ça veut dire que quelque part, cette chose qu'on vous a mis ne pourra jamais remplacer quelque chose qui était naturel en vous. Donc c'est pour ça que je dis le monde biologique est plus complexe que le monde physique. C'est plus simple dans un monde physique de pouvoir donc c'est pour ça que et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que notre monde évolue et que c'est l'homme lui-même qui est en train de le détruire. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes nous sommes les acteurs de notre perte. Parce que les acteurs de notre perte, justement, la place de l'homme, il y a une question qui se pose, la place de l'homme dans ce monde en perpétuelle évolution. Ben, l'homme restera l'homme, ce qu'il fait. Mais vous savez, il y a une chose qui est importante dans la science. Vous savez, la science, quel est le rôle de la science? Le rôle de la science est de 3 choses. La première des choses, c'est apporter le confort dans une société. Qu'est-ce que ça veut dire le confort? Je donne un exemple. Il y a quelques siècles, il n'y avait pas d'électricité. Donc l'homme vivait avec une bougie. Et puis l'électricité est arrivée. C'est un confort de plus pour l'homme. Il y a quelques décennies, il n'y avait pas de télévision. Et la science a évolué, elle a apporté la télévision. C'est un confort. L'eau chaude, c'est un confort, d'accord, avec une chaudière. C'est la première des choses, c'est le confort. La deuxième des choses que la science a pour rôle, c'est que son confort soit généralisé, que l'accès à ce confort soit accessible à l'ensemble de la population de ce monde-là. Le riche, le pauvre, d'accord, tous doivent avoir accès à ce confort. Mais malheureusement, je dirais la télévision il y a 50 ans, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir un téléviseur. Mais avec l'avancée de la science, tout le monde a un téléviseur aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'accès au confort, avec l'avancée de la science, devient quelque chose qui est tout à fait logique et normal pour une personne. Et puis la troisième chose, et c'est ça la chose la plus importante dans la science, c'est que ce confort ne soit pas un danger pour l'homme. Mais malheureusement, la science ne prend pas en considération le risque du confort. Le risque de la science, le risque de la technologie, et c'est nous, en créant cette technologie, en faisant évoluer la science, que nous sommes en train aussi de détruire l'homme, de détruire la vie sur cette terre-là. Parce qu'en augmentant le confort, c'est l'industrialisation qui augmente. En augmentant l'industrialisation, c'est la pollution qui augmente. En augmentant la pollution dans ce monde, c'est les maladies qui émergent. Et donc nous allons à la perte de ce monde-là. Donc c'est pour ça qu'il y a
principe que nous avons oublié dans le développement de la science, chercher à tout prix à gagner de l'argent en augmentant le confort. Mais nous avons jamais pris, mais nous avons, voilà, mais nous n'avons jamais pris en considération le risque. Le risque. C'est ça ce que nous devons aujourd'hui. Tout scientifique conscient doit prendre d'abord en considération le risque de faire développer la science. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant de l'intelligence artificielle ou en manipulant des gènes ou en clonant, est-ce que c'est un triomphe de la science ou est-ce que c'est l'échec de la science? C'est des questions que nous devons nous poser. Et donc c'est pour ça que l'homme en lui-même, il faut qu'il prenne conscience que s'il ne fait rien, s'il ne cherche pas, moi je dirais, il y a 50 ans, je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais 6 ans, je vivais avec mes grands-parents, on n'avait pas de téléviseur, on n'avait pas d'électricité, mais on était heureux. On était heureux. Mais pourquoi on était heureux? Il y a une chose fondamentale. Parce que le monde est devenu un petit village. Auparavant, je ne savais pas ce qui se passait à 10 km de là où j'habite. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe, hein, à n'importe quel bout de cette planète. Il veut faire la même chose. Donc, c'est comme si vivre heureux, c'est augmenter le confort. Vivre heureux, c'est une façon d'être et une façon de l'accepter. Et donc, on peut vivre heureux. Et beaucoup maintenant de gens reviennent à ce mode de vie. Beaucoup à travers le monde reviennent à ce monde sauvage, à ce monde de vivre. Hein, d'accord? Ça dès qu'on est arrivé à une apogée où nous ne pouvons plus réfléchir auparavant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si nous avons des efforts à faire, nous devons prendre en considération ce risque. Ce risque terrible. Voilà. Comme on l'a dit, au nom du confort, on s'est déconnecté de notre nature. C'est vrai, hein? On s'est déconnecté de notre nature. On devient de plus en plus fainéant pour aller marcher dans la nature. Respirer l'air pur de la nature. Hein? On cherche le confort, s'il n'y a pas une voiture, s'il n'y a pas tel restaurant à côté, s'il n'y a pas tel loisir à côté, s'il n'y a pas ça de l'autre côté. Écoute, regardez, l'imagination, c'est pour ça que j'ai dit l'homme est extraordinaire. Je me rappelle, on était gamins, 6 ans, on créait nos propres jouets, on créait notre propre environnement. On avait le téléphone, c'est nous qui le fabriquions. On avait les petites voitures, c'est nous qui le fabriquions. Je dirais que l'homme était innovant. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est quoi? C'est ça qui me tue aujourd'hui. Parce que vous voyez, à travers toute la science aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on utilise le mot innovation? C'est terrible. Il y a une vingtaine d'années, le mot innovation, personne ne parlait de l'innovation. Dans tous les discours de politiciens, de scientifiques, on parlait de la notion de progrès. Le progrès. Et aujourd'hui, on a remplacé le mot progrès par le mot innovation. Parce que le progrès, c'est quoi le progrès? Le progrès, c'est que quand on dit on progresse, si j'admets que je progresse, et si je veux que je progresse, je fais des sacrifices. La notion de progrès est liée à des sacrifices. Si je dis aux Algériens que dans 10 ans, si vous faites ces sacrifices, je vous garantis une vie meilleure. Tout le monde se sacrifiera pour un jour meilleur. Parce qu'il y a le progrès, il y a la notion de progrès. Je donne un exemple.
Dans les années 80-70, la référence pour nous, c'était l'an 2000. Tout le monde attendait l'an 2000, le déclic, l'an 2000. Tout le monde, c'est-à-dire pour lui, c'était cette référence. Aujourd'hui, il n'y a plus de référence. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de référence par rapport auquel on se réfère. On évolue d'une façon anarchique, chaotique. Alors que dans les années 70, la science, le rôle de la science, c'est de faire le progrès dans une société. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé pour tous, l'accès à tout confort pour tous. Et voilà. Soudainement, on fait de l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est les gadgets que vous avez entre vos mains. Un portable, Facebook, Google, hein? Tout cela. C'est de l'innovation, mais ce n'est pas du progrès. Vous recevez toujours le même. Mais le progrès nous a permis de faire des sacrifices. Dans les années 70, on a fait des sacrifices parce qu'on a cru au progrès. Aujourd'hui, on parle d'innovation. Je suis contre ce terme d'innovation. L'innovation, c'est des gadgets. Ça ne développe pas un pays, l'innovation. Il faut parler de progrès, améliorer la santé, améliorer l'éducation, améliorer l'agriculture, progresser, mais pas innover. Je regrette, le terme innovation n'a pas de sens. Merci. Voilà, une dame me dit, à une époque, on faisait des jeux. Maintenant, c'est personne. Vous allez chez une famille, les enfants, les parents sont accrochés à leur portable. Il n'y a aucune vie familiale, aucune vie sociétale, plus de vie sociétale. À peine si on se voit au moment du repas. Voilà. Excellent. Excellent, Ilyes, excellent. Tu es vraiment. Oui, donc j'ai choisi l'exode citadin qui était. Et puis vous voyez on devient addict par la suite. Oui. Et votre portable n'est pas dans votre poche, c'est terrible. Vous êtes en état d'angoisse, stressé toute la journée. Moi, je n'ai que Telegram. Je pense qu'on a divergé par rapport au thème, mais bon. C'est normal, parce que quand on va vers le pouvoir, ça dérive. Le progrès. Regardez toute la science, toute la physique aujourd'hui. C'est les grands théoriciens, c'est ils font progresser la science. Voyez maintenant les craintes. Est-ce qu'à un moment donné, on avait ces craintes-là dans la science? Faisait confiance à la science. Aujourd'hui, on a des craintes de la science. Et vous le voyez que vis-à-vis du vaccin, on ne fait plus confiance aux scientifiques. Parce tout le monde a peur. Tout le monde a peur du vaccin. Pas là, non. De façon générale, le vaccin, quel que soit, vous allez demander à n'importe quel. Parce que pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ultra-crépidianisme. Vous savez, c'est quoi l'ultra-crépidianisme ou le dixilicisme? Ça veut dire que tout le monde est devenu médecin, tout le monde, ne connaissant rien, ils te disent « je ne sais pas, mais c'est comme ça ». Tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde est devenu détenteur de savoir. Alors, il n'est pas de la spécialité. Il est sur un plateau pour donner des points de vue, d'accord, de spécialistes. Et donc, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle de l'ultra-crépidianisme. C'est-à-dire qu'on se fait tellement confiance en soi-même, en supposant qu'on détient la vérité, que nous commençons à dire n'importe quoi, mais puisque les personnes croient en cette personne, puisque c'est une personne publique, donc ils croient en lui. Donc voilà ce qui se passe pour les vaccins aujourd'hui. Alors que depuis des années, depuis des décennies, on a développé des vaccins, il n'y a eu aucune crainte. Comment du jour au lendemain, en utilisant les mêmes techniques, ça devient quelque chose qui est mortel pour tous les hommes. C'est l'obligation
et les restrictions de Non, liberté. non, 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 non. Parce que pourquoi? Parce que vous savez pourquoi? Non. Tout simplement que le rôle et le statut du scientifique aujourd'hui n'est pas le même que dans les années 70 et 80. Voilà, tout à fait. À l'époque, le scientifique était une idole. Aujourd'hui, l'idole, c'est le sportif. Oui. Si Mais, Messi mais dans le venait à faire une déclaration sport pour et que tout le dans monde la va faire le science, vaccin, tout le monde va faire. Mais si un prix Nobel vient de dire demain, vous devez faire le vaccin, personne ne le croira. Ben voilà, c'est la vérité. C'est-à-dire que le statut de la science n'a plus le même sens que le statut de la science qu'il y avait quand on était dans un monde meilleur. mais ce qu'il y a de Il commun faut entre la rétablir science et le la football, science. c'est On en que parlera, actuellement, on en parlera à la prochaine conférence, si tu veux, sur quelle est la science de demain. Quelle est la voilà, science de demain? avec plaisir. Quelle est la science de demain? Et Excellent j'en ai point. beaucoup à dire sur ça, sur quelle est la science de demain et le devenir de la science pour demain. C'est complètement Tout à fait. différent. Vous allez, tout ce que nous avons appris aujourd'hui et tout ce que nous allons apprendre demain, il y a un fossé immense qui s'est établi entre eux. Tout à fait. Voilà. Ben, je pense que nous allons terminer là. Hein, c'est Un l'heure. grand merci. Là, je beaucoup. vous laisse. Allez, bon appétit, ça, Cheikhoum, d'accord. Et puis à la Et donc, à prochaine. lundi prochain. Donc, à lundi Voilà. prochain, on va parler quelle science pour demain. Ça vous Très bien. arrange ça? Allez. Ah oui. Merci. Allez, bonne soirée. Hein, au revoir. Bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.